j'aimerais ça que tu nous parles de tes livres. Je sais que c'est principalement des séries. Je veux en savoir plus sur ce que tu fais. Ah, ben oui, certain. En fait, la première série que j'ai écrite, ça s'appelle Le Royaume de l'Énassie. Puis au début, c'était supposé d'être une trilogie. Quand j'ai écrit le deuxième, je me suis rendu compte que j'avais ben trop d'idées pour que ça soit juste 3 tomes. Fait que c'est devenu 4 tomes. Quand j'ai écrit le troisième, mais au Québec, on a vraiment été chanceux. Là, la série a décollé, c'était vraiment le fun. Fait que là, la maison d'édition a dit, tu peux en faire un 5e? Je dis, oui, pas de problème. Fait que là, mais mon histoire se terminait après le 4. Fait que là, on a fait un saut de 8 ans plus tard dans l'histoire, puis j'ai écrit le 5e tome. Et fait que l'histoire, en gros, du Royaume de l'Énassie, c'est une jeune fille, en fait, qui s'appelle Marguerite, qui va découvrir qu'elle n'est pas juste humaine, elle est également sirène. Alors, elle va descendre dans l'océan Atlantique, elle va découvrir ce monde-là, qu'on découvre vraiment tout le monde sous-marin là, des sirènes, mais très collé à la réalité. Si je parle de la faune, si je parle de la flore, c'est sûr que c'est notre monde, c'est vrai, vrai, vrai. Puis on ajoute les sirènes là-dedans. Et elle va découvrir qu'elle a un frère jumeau. Puis ensemble, ils vont super bien s'entendre. Puis ils vont tellement bien s'entendre qu'ils vont décider de participer à des épreuves. Ça, c'est des épreuves qui ont pour but de trouver les nouveaux souverains du royaume. Parce que dans ce monde-là, c'est toujours un frère et une sœur qui règnent ensemble. Alors, ils sont 6 couples de jumeaux entrés en compétition. Plus que ça, je te vends des punchs. C'est un livre d'action, c'est un livre d'aventure. Puis, après avoir écrit le 5e tome, en fait, j'ai arrêté là parce que j'avais peur de... J'avais lu une couple de séries entre-temps, là, pendant que j'écrivais les tomes, puis je me rendais compte que passer 6, 7 livres, je me tenais de lire la série. Des fois, c'était étiré, des fois, c'était redondant, c'était un peu la même chose. Puis moi, j'ai vraiment comme eu peur de faire ça. Puis c'est pas toutes les séries qui sont comme ça. Là. Il y en a qui restent très, très bonnes à long terme, mais moi, je n'étais pas certaine d'être capable là, de faire quelque chose qui allait demeurer bon après un 5e tome. Fait que j'ai arrêté. Et j'ai arrêté pendant 6 ans d'écrire Le Royaume de l'Énassie. Puis, pendant ce temps-là, les personnages, j'ai fait d'autres projets dont je vais te parler, mais les personnages ont continué à vieillir, ont continué à changer. Et là, mon imagination est repartie. Puis, à un moment donné, j'ai fait... puis aussi, il faut dire que les fans sont restés là. J'ai continué à avoir des courriels, continué à avoir des messages. Il y en a qui venaient me voir dans tous les salons du livre, mettons tous les salons du livre de Montréal à chaque année. Quand est-ce que tu fais la suite? Quand est-ce que tu fais la suite? Fait que j'ai fait, je pourrais la faire finalement, la suite. Alors, je suis allée voir mon éditrice aux éditions de Mortagne. Je lui ai dit, écoute, la demande est encore là. Puis moi, j'ai des nouvelles idées. Ça t'intéresse-tu? Fait que là, elle a dit oui. Fait que là, on a fait, OK, on va en faire 3. Fait que là, on a fait, OK, on en fait 3. Fait que là, j'ai écrit le 6, le 7, le 8, qui vient juste de sortir. Et, finalement, ça a fait comme la première, les premiers 5 tomes. J'ai fait, mon histoire, elle rentre pas dans 3 tomes. Alors, il va y avoir un 9e tome qui, lui, va clore la série pour vrai. Puis le premier est sorti en 2009, fait que c'est un travail de longue haleine là, sur des années. Là, j'ai trouvé ça super cool de vivre dans cet univers-là aussi longtemps. Tu as aussi écrit de la science-fiction. Après les 5 tomes du Royaume de l'Énassie, j'ai écrit une série de science-fiction qui s'appelle Seconde Terre. La science-fiction, je connaissais pas non plus tant ça. J'en avais lu beaucoup, mais je n'étais pas une fan incontestée de science-fiction. Je trouvais que c'est parce que je suis tombée sur ce genre de lecture-là. Là, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais je trouvais souvent que quand je commençais à lire, il y avait toujours il est où dans sa tête, cet auteur-là, pour partir? Tu sais, il y avait comme toujours un trop gros gap, là, que j'avais de la misère à embarquer comme il faut. Puis, je me suis dit, moi, j'aimerais ça faire de la science-fiction, mais tu sais, accessible. Mais ça, c'est super compliqué parce que là, il faut peut-être dans le futur, mais pas trop loin non plus, pour que le lecteur se retrouve. Puis j'écrivais du jeunesse, je voulais rester en jeunesse. Puis souvent, tu sais, je lisais beaucoup, j'avais plein d'idées. Puis mon mari, moi, il est en haute technologie. Puis souvent, au souper, je disais, j'ai eu une idée, je vais avoir ça dans mon livre. Puis il me disait, c'est parce que ça existe déjà. Je dis, pardon. Il dit, on est juste pas assez riche pour l'avoir, mais ça existe déjà. Je dis, non, je suis pas encore allée assez loin. Fait que là, je me reste à ma table de travail, puis j'essaie d'avoir des nouvelles idées. Et ça a donné 5 tomes de Seconde Terre. C'est vraiment un personnage qui vit en 2162, qui a 14 ans, qui s'appelle Benjamin. Et lui,
accidentellement, en fait, pour sauver la vie de ses parents. Il va arrêter le temps, mais 2 secondes. C'est une affaire de rien. Il ne sait même pas comment il a fait. Mais c'est à partir de ce moment-là que sa vie va complètement changer parce qu'il y a une multinationale qui va vouloir avoir son pouvoir. Cette multinationale-là, elle est dirigée par une femme qui s'appelle Zara et elle a une obsession dans la vie. Elle veut prendre le contrôle de la Terre. Elle a l'argent pour prendre le contrôle, mais elle a besoin d'une armée. Puis en 2162, avoir une armée sur la Terre, c'est quasi impossible. Ça n'existe plus. Il y avait cette tangente-là aussi que je voulais donner au livre que on n'arrête pas de dire « Ah, ça va mal sur la Terre, les ressources naturelles diminuent, la pollution. » Puis moi, je voudrais donc croire que nous autres, les humains, là, ben, on est assez logiques, on est suffisamment capable de s'entraider, de prendre des décisions qui vont changer ça. Alors, dans mon livre, je l'ai fait. Dans mon livre, en 2162, les humains se sont pris en main, ils ont changé la façon d'exploiter la Terre, ils ont changé la façon de construire aussi. Fait qu'au lieu de prendre de la place comme ça, on la prend en hauteur et les forêts sont revenues, les océans ont été assainis et il n'y a plus de guerre, on n'a plus le droit, c'est fini. Et là, ben, c'est un problème pour Zara qui veut prendre le contrôle. Alors, elle va décider de créer son armée sur la nouvelle planète qu'on a découverte, qui s'appelle Seconde Terre. Et encore là, comme dans le royaume de Lénacie, là, j'ai fait énormément de recherches. Je voulais que ce que j'écrive, ça soit le plus collé possible à la réalité. Alors, j'ai trouvé une planète que les scientifiques ont trouvée aussi, c'est dans la constellation de la Baleine. Il y aurait sensiblement la même distance avec un soleil, la même grosseur de terre, tu sais, on se dit peut-être qu'il pourrait y avoir de la vie là-bas, mais c'est beaucoup trop loin pour nous. Fait que là, il fallait que je trouve une façon de voyager. Fait que là, j'ai fait des recherches sur les trous de verre. J'ai fait, OK, on va utiliser les trous de verre. Mais c'est ça, je te dis, là, tout se tient parce que j'aime ça quand tout se tient. Tout est possible, tu sais, qu'on peut se dire, hey, ça se peut-tu? Je suis juste pas au courant. Puis là, on est dans le futur. Fait qu'on peut-tu être rendu là? Ben oui, on peut être rendu là. Après ça, t'es revenu au fantastique. Après Seconde Terre, je suis revenue à mes amours pour le fantastique parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup le fantastique. Et j'ai écrit la collection. Seconde Terre et Lénacie, c'est des séries, donc il faut vraiment les lire en ordre. Les Éternels, c'est une collection. Donc, on les lit dans l'ordre qu'on veut. Et c'est une histoire où on va parler des anges, mais rien d'ésotérique ni rien. Là, c'est vraiment juste la conviction. C'est comme une réponse au fait que, tu sais, des fois, on dit qu'on est chanceux. Dans toutes les familles, il y a ça, cette histoire-là. Là. Hey, si le téléphone n'avait pas sonné, j'aurais été pris dans cet accident-là. Si je n'étais pas allée à cette rencontre-là, je n'aurais pas rencontré cette personne-là, puis je ne serais pas rendue où je suis rendue aujourd'hui. Tous ces hasards-là qu'on n'est pas capable d'expliquer. Sur YouTube, tu as sûrement dû en voir, là, des accidents, des gens qui auraient dû mourir et qui ne sont pas morts. La voiture fonçait sur eux autres, mais le poteau l'a arrêté, où il y a une autre voiture qui est arrivée, puis cette personne-là, elle n'a pas été... Elle regarde l'accident devant elle, puis elle fait « Oh mon Dieu, comment ça se fait que je suis encore en vie? » Et ces hasards-là, on peut croire ce qu'on veut. Moi, j'aime bien croire qu'il y a des gens qui sont protégés dans la vie. Puis là, ben, j'ai voulu donner une explication à cette protection-là. Et c'est comme ça qu'est née Les Éternels. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va découvrir qu'elle n'est pas juste humaine, elle aussi. En fait, elle est 50% humaine et 50% ange. Et sa mère est 50% humaine et 50% un ange aussi. Malheureusement, s'il y a des anges sur la terre, qu'est-ce que ça se peut qu'il y ait aussi des démons! Alors, il y en a un qui va les repérer, qui va courir après elle. Il va les rattraper. Et là, je ne peux pas dire ce qui se passe. Ben, je pourrais, mais je ne veux pas parce que c'est comme un punch. Mais il va arriver quelque chose de vraiment dramatique, vraiment épouvantable. Et à travers ce drame-là, ben, il y a quelque chose de beau qui va surgir. C'est que Stella ne sera plus 50% humaine et 50% angélique. Elle va se transformer pour devenir un ange à 100%, pour devenir ce qu'on appelle une éternelle. Et là, elle va devoir découvrir, mais ça fait quoi ça, les éternels sur la Terre? Et elle va rencontrer 3 autres éternels, Raphaël, Emmanuel et Victoria, qui vont devenir ses meilleurs amis. Puis ensemble, ils vont mener des missions sur notre monde. Alors, les éternels, mais chaque livre, c'est une nouvelle mission qu'ils mènent. C'est pour ça qu'on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Et dans chaque livre, elle va aussi développer un don qui
qui est particulier aux éternels. C'est pour ça que les livres s'appellent Amitié, générosité, empathie, esprit d'équipe, bienveillance, courage, le dernier qui est sorti juste avant Noël. C'est des beaux livres, c'est des histoires qui font du bien. Puis ça aussi, ça vient en fait, dans les salons du livre, j'entendais de plus en plus par la bande « Ah, Prisca, ce qu'elle écrit, c'est du beau! » Puis j'ai fait « Colin, je vais assumer que moi, c'est pas de l'horreur que j'écris dans la vie, c'est du beau. » Fait assumons-le jusqu'au bout, écrivons sur les anges, puis c'est comme ça qu'est né Les Éternels, en fait. Puis, là, Les Éternels, en fait, il y a 8 tomes de sortie. Le 9e, je viens de le terminer. Il sort je ne veux pas trop m'avancer, mais ça risque d'être août, septembre, octobre, là, dans ces eaux-là. Et c'est celui qui va clore la collection parce que mon personnage va enfin vieillir, parce qu'elle est restée... elle a toujours 12 ans, même si les années passent, même si les stages passent et les missions passent, elle reste figée dans ses 12 ans. Mais là, elle va demander une permission spéciale et elle va vieillir. Alors, on va arriver avec une autre série qui va probablement s'appeler, en fait, je ne sais pas comment elle va s'appeler, Ange guerrier ou guerrière, ou ça risque de tourner autour de cette idée-là, où là, on va avoir une nouvelle série de plusieurs tomes où on va être vraiment plus dans le thème ange et démon, parce que c'est pas ça, Les Éternels, on n'est pas toujours en dualité ange-démon, mais dans la nouvelle série, ça va vraiment plus être ça. Fait que ça, c'est un projet à venir dans les 2 prochaines années. En fait, je vais l'écrire dans les 2 prochaines années, mais ils vont commencer à sortir plus vite que ça. Puis, à travers tout ça, je suis maman et j'ai une famille et j'ai 2 fils sur 3 qui sont dyslexiques et dysorthographiques. Alors, c'est toujours drôle d'avoir une auteure qui a 2 fils dysorthographiques qui ont de la misère à écrire les sons et les mots de façon adéquate. C'est leur cerveau qui travaille différemment et d'avoir à travailler avec eux et d'avoir à tellement travailler avec eux tout le temps de leur primaire pour les aider, parce que tu sais, les dictées, on a beau les étudier quand ils arrivent pour les écrire, ça s'est effacé et c'est pas une mauvaise volonté. Et j'ai voulu expliquer ça, la dyslexie et la dysorthographie. Alors, j'ai travaillé avec une orthopédagogue qui s'appelle Annie Tessier. On a fait un guide pour les parents, les intervenants, d'autres orthopédagogues, les enseignants, qui explique simplement, on a vulgarisé au maximum sans dénaturer l'information, c'était quoi la dyslexie et la dysorthographie, et le guide se veut très pratique. Alors, la moitié du livre, c'est des trucs pour aider les élèves ou pour aider tes enfants s'ils sont dyslexiques et dysorthographiques, un ou l'autre ou les 2. J'ai fait un autre guide pour les enfants, où là, c'est une histoire qui est illustrée par Jean Morin. C'est une histoire qui explique, c'est l'histoire d'Édouard, qui lui va découvrir qu'il est dyslexique et dysorthographique. Alors, l'enfant le découvre en même temps que lui. Puis, au milieu, il y a une section où c'est auto-observation. Toi, quand tu écris, est-ce que tu fais ça, ce genre d'erreur-là? Quand tu lis, est-ce que tu fais ça, ce genre d'erreur-là? Puis, si oui, juste un petit peu plus loin dans le livre, il y a plein de trucs et de stratégies, mais qui s'adressent aux enfants cette fois-là. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour t'aider? Parce que pour vrai, ça complique énormément ta vie à l'école. Fait qu'au lieu de te décourager, qu'est-ce que tu peux faire? Alors ça, c'était mes 2 premiers, en fait, guides pratiques. Puis, j'ai décidé d'en faire un autre, mais toujours collé sur mon vécu. Moi, j'avais une maman et pendant 16 ans, elle a développé la maladie d'Alzheimer. Alors, on a passé vraiment toutes les étapes d'apprendre la nouvelle, le choc de la nouvelle, en fait, puis de voir sa mémoire et toutes ses facultés mentales diminuer. C'est une maladie dégénérative, alors ça veut dire que ça peut pas aller mieux. Ça va toujours se détériorer, jamais à la même vitesse. À chaque fois qu'on pense que là, c'est bon, on maîtrise la situation, non, on maîtrise rien. Ça vient de chuter à nouveau, ça vient de changer. Il faut se réadapter, puis se réadapter. Et j'ai lu beaucoup sur le sujet avec les années pour essayer de comprendre, pour essayer de l'aider, pour essayer d'avoir des trucs.
Puis j'en ai trouvé, mais jamais tout au même endroit, toujours dans plein de livres, des fois avec du vocabulaire tellement recherché, puis tellement que tu te casses la tête pour comprendre. Alors, l'idée m'est venue de faire encore là un guide très pratique, très vulgarisé, très réaliste, mais surtout une boîte à outils. J'appelle ça les coffres au trésor dans le livre. Les coffres au trésor, comment je communique avec une personne qui est atteinte de maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que je peux faire pour sa sécurité, qu'est-ce que je peux faire pour l'habillage, pour les soins personnels, parce qu'à un moment donné, cette personne-là ne peut plus prendre soin d'elle. Fait que c'est ça, j'ai fait ça très, très pratique. Ce livre-là vient de sortir au mois de janvier parce que c'était le mois de l'Alzheimer. On a décidé de sortir à ce moment-là. Et il a été révisé par une gériatre, Charlène Côté, puis par une infirmière, par une pharmacienne, par une ergothérapeute. Il y a vraiment, je suis pas une spécialiste du domaine, puis je voulais pas dire n'importe quoi. Moi, je trouve ça vraiment important dans la vie. C'est exactement comme quand j'écris du fantastique ou de la science-fiction, là. Il y a une réalité, puis tu sais, allons chercher tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, puis connaissez ça comme il faut. Bizarrement, j'avais pas écrit de conclusion au livre. Je m'en étais pas rendu compte. J'avais terminé le livre, j'avais envoyé ça à la maison d'édition et il m'est revenu en disant « Mais Prisca, il n'y a pas de conclusion. » Et ma mère venait de décéder, ça faisait 2 jours. Et puis là, ils m'ont dit « Ben, t'es pas obligée, là, compte tenu de tout ce que tu vis, prends ton temps. » J'ai fait « Ben non, il fallait que je me rende au bout du processus pour être capable de finir mon livre. » Les choses se sont bien faites. Alors, j'ai écrit le dernier chapitre qui s'appelle « Fin de vie et mots de la fin ». Et c'est sur la fin de vie. Alors, ça se passe comment, une fin de vie? Puis, c'est ça, je l'ai écrit en pleurant tout le long, mais il est écrit. Puis, c'est ça, je crois, j'ai la ferme conviction que les choses n'arrivent pas pour rien. Je sais qu'il y en a qui disent « Ah oui, mais ça, c'est pour vivre plus facilement. » Ben, c'est possible, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas de croire ça parce que ça me fait du bien de croire ça, puis de me dire que ben justement, les choses arrivent dans la vie, ils ont une raison. Tu peux te braquer contre ça ou tu peux faire avec. Puis moi, j'essaie autant que possible de faire avec. Puis je te dirais que ça me réussit parce que je suis comme quelqu'un d'heureux. Puis c'est le souhait que je me suis toujours fait. Tu sais, il y en a qui soufflent leur bougie en souhaitant plein de choses différentes. Moi, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours soufflé mes bougies en me disant « Moi, j'espère être heureuse dans la vie. » C'est toujours ça, parce que peu importe, tu sais, tu peux faire fortune puis être malheureux, puis tu peux être pauvre puis être heureux. Fait que pourquoi ne pas juste souhaiter d'être heureux, puis tant mieux si l'argent vient avec, tu sais. J'ai eu une enfance particulière. Ma mère était sœur grise pendant 10 ans. Mon père était frère oblat. C'est des gens de mission, donc ils sont allés en mission. Ils se sont rencontrés, en fait, en Afrique. Et où ils ont travaillé dans le même village et sont tombés en amour. Puis, sont revenus au Québec. Ils ont passé 1 an chacun. Tu ne changes pas ta vie comme ça parce que tu tombes en amour, là. Pas après 10 ans de conviction, tu sais, ma vie, c'est ça. Alors, ils ont pris le temps de réfléchir comme il faut et ils ont décidé de sortir de religion et sont devenus parents de ma sœur aînée, de moi ensuite, et on était famille d'accueil pour enfants. Alors, moi, j'ai grandi avec plein de frères et sœurs que je considérais vraiment comme des frères et sœurs, mais qui sont partis pour toutes sortes de raisons. Les derniers qui sont partis, ils étaient restés 5 ans avec nous. Le petit dernier, il est arrivé à 6 mois, il est parti à 5 ans. Alors, ça a été un drame épouvantable. Mais on a traversé ça en famille. Puis, mes parents ont décidé, suite à ça, qu'il n'y allait plus de famille d'accueil pour enfants, il y allait de famille d'accueil pour personnes âgées. Alors, j'ai passé toute la fin de mon enfance et toute mon adolescence dans une maison pour personnes âgées où il y avait 6 pensionnaires, en fait, qui vivaient avec nous en permanence. J'en ai vu partir, j'en ai vu mourir et j'ai été très, très rapidement en contact avec l'humain, dans tout ce qu'il est, dans les drames, dans le pas beau, parce que les enfants qui arrivaient à la maison, ils étaient poqués, pas tout le temps, mais ils n'y arrivaient pas pour rien. Les personnes âgées, ils avaient tout un vécu. Et là, en contact avec la mort aussi, qui fait partie de la vie. Alors moi, j'ai appris très rapidement à ne pas avoir peur de la mort, que c'est une étape de la vie. Et tout ça a forgé, en fait, je pense,
la personne que je suis qui sait que, ben oui, il y a des obstacles, mais les obstacles, on les surmonte, puis il reste du beau là-dedans. Mes parents m'achetaient des livres de contes et j'aimais cette dynamique-là avec toujours le petit message qui est dedans, mais qui n'est pas mentionné, mais qui est là, puis il faut juste le comprendre. Puis, et les premières choses que j'ai écrites enfant, c'était des contes. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai arrêté d'en écrire parce qu'il y en a que j'ai écrit qui n'étaient pas bons, puis je savais que c'était pas bon. Puis dans la vie, ben, quand tu es devant un mur, tu peux soit traverser, soit abandonner. J'aimerais bien te dire qu'à l'époque, je l'ai traversé, mais non, à l'époque, je l'ai abandonné. C'était pas bon ce que j'ai écrit, ben, je me suis dit, je suis pas bonne, j'arrête ça. C'est ce que j'ai fait. Puis, adulte, en fait, l'histoire de l'Inassie est revenue et là, j'ai décidé de me lancer. Les livres de J.K. Rowling, j'ai vraiment aimé l'univers d'Harry Potter. Ça, c'est mon adolescence. Anne de la Maison Pignon Vert et tous les autres livres de Lucy Maud Montgomery. Jeanne, Les Vacances de Jeanne, Émilie de la Nouvelle Lune. Tu sais, elle en a fait plein des livres, Lucy Maud Montgomery. Moi, je les ai tous lus à plusieurs reprises et j'ai aimé sa façon qu'elle avait de décrire les choses. Je pense qu'aujourd'hui, on trouverait que c'est trop de descriptions, mais c'était correct avant de faire plein de descriptions. Cyrano de Bergerac, à connaître la pièce par cœur, tellement je l'ai lu. Ça, c'est une autre sorte d'écriture que j'ai adorée. Le Petit Prince de Saint-Exupéry aussi. C'est comme ces 4-5 livres ou sortes de livres-là qui ont formé l'auteur que je suis. Là, je suis toujours allée chercher quelque chose dans tout ça. Puis, ce qui m'a vraiment décidé d'écrire, c'est 3 navets, en fait. 3 livres tellement mauvais. Tellement mauvais que j'ai lu. Je les ai lus back-à-back. Moi, j'avais cette magnifique idée-là dans la tête, mais je n'osais pas me lancer. Et là, mon mari est revenu du travail et il me dit « Ah, mon collègue de travail connaît quelqu'un qui a publié ça, tu devrais le lire. » Ah, mon Dieu, c'était mauvais. Il a réussi à être publié. Ah, mon Dieu. Puis après, j'ai lu un autre livre que c'était un des livres de Lucy Maud Montgomery, qui est beaucoup moins connu. C'était la même histoire. Pareil, du plagiat de A à Z, sauf le nom des personnages. Et ça m'a insultée. J'ai fait comment quelqu'un peut plagier quelqu'un d'autre et qu'il n'y ait personne qui s'en rende compte et que ça passe et que ça soit publié. Et bon, un 3e livre tout de suite après qui était aussi mauvais pour d'autres raisons. Et là, j'ai fait, ben non. Si eux sont capables de faire ce métier-là en faisant ça, il n'y a aucune raison que moi, qui a cette belle histoire-là en tête, j'y arrive pas. Et c'est ce qui m'a décidé à me lancer, en fait. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. J'ai fait, OK, ben moi aussi, je me lance, moi aussi, je l'essaie. Mais je n'étais quand même pas assez sûre de moi pour en parler. J'en ai pas parlé à personne. Il y a juste mon mari qui le savait parce que j'écrivais tout le temps. Et j'ai envoyé le manuscrit dans 3 maisons d'édition. Les éditions de Mortagne ont répondu présent après très peu de temps, tellement peu de temps, en fait, que j'ai fait « Ah, mon Dieu, OK, mon livre va être publié, mais il n'y a personne qui le sait. » Fait que là, j'ai comme avisé ma famille et mes amis, ben, j'ai écrit un livre, puis ça marche. Tu dois écrire avec des plans, là. Tu sais, c'est quand même des séries que tu fais. Je fais des plans, surtout pour éviter de partir dans n'importe quelle direction. Pour éviter aussi d'ouvrir des portes que je ne referme pas. Parce qu'à un moment donné, sans plan, c'est ce qui arrive. Je fais des plans, mais ce pas des plans fixes auxquels je vais me tenir morticus. Je sais où je pars, je sais où je finis. Je sais en gros les aventures qui vont arriver, mais si rendu au chapitre 5, j'ai une meilleure idée, ben, je vais aller vers la meilleure idée, puis je vais laisser le reste. Ou, tu sais, souvent aussi, il y a beaucoup d'auteurs qui débutent, qui ont peur d'enlever du texte. Moi, j'ai appris que ce que j'enlève est aussi nécessaire que ce que j'ajoute. Et c'est ça. Je pars avec un plan, j'écris le roman, puis après ça, j'ai pas peur d'en ajouter, puis j'ai pas peur d'en enlever. Puis quand j'en suis enlevée, là, des fois, c'est du 20 000 mots, 25 000 mots, et on recommence et on revire de bord. Puis mais ça, je pense que ça fait partie du processus d'écriture aussi.
Et c'est ce que je fais. Mais oui, je travaille avec un plan tout le temps, plus ou moins détaillé. Ça dépend des livres, mais j'en ai toujours un. Quel conseil tu donnerais à un jeune auteur? C'est sûr que je vais conseiller de faire le plan en partant parce que ça permet de structurer les idées. Par contre, on n'aime pas ça faire des plans. Je connais très peu de monde qui aime ça faire des plans parce que le plan demande un effort. Et nous, les humains, l'effort, on n'aime pas ça. On est comme ça. On commence à jouer d'un instrument de musique, on voudrait déjà être le meilleur. On commence à un nouveau sport, on voudrait déjà performer dans ce sport-là. Puis l'effort à faire pour y parvenir est très difficile. Faire un plan demande un effort mental incroyable. Il faut que tu trouves tes idées, il faut que tu les assembles, il faut que ça fonctionne, il faut que tu en enlèves. Tu peux passer 2 semaines devant une feuille blanche. Bien, elle est plus blanche normalement au bout de 2 semaines, mais c'est long de faire un plan. Et on n'aime pas ça. Alors, c'est sûr que le premier conseil que je vais dire, parce que quand on a une idée, qu'est-ce qu'on a hâte de faire? L'écrire, hein? Mais retiens-toi. Arrête. Prends le temps de faire ton plan, de mettre tes idées sur papier, de les barrer, de les annuler, d'en trouver des meilleures, de te poser des questions. Puis après, là, tu commenceras à écrire. Puis après ça, mais il faut se lancer. Moi, je pense qu'un des... Tu sais, ça prend plein de qualités pour être écrivain, mais une des choses qui va le plus nous bloquer, c'est l'hésitation. Quand on hésite, on n'est pas en train d'écrire. Puis on hésite souvent. C'est souvent ce qui va empêcher de nouveaux auteurs d'écrire, c'est que là, ils cherchent en partant la meilleure idée, en partant le meilleur début, le meilleur nom de personnage. On s'en fout du nom du personnage, là, qui s'appelle John, Raoul ou Bob, ça va être la même histoire. Tu le changeras après, ton nom. Appelle-les Jonathan, puis règle la question. Après ça, si tu n'aimes pas ça, tu le changeras. Voilà. Bon. Mais, tu sais, c'est l'hésitation. Je mets un personnage dans une ville. Oh non, je le mets dans la forêt. Oh non, je le mets sur une plage. Oh non, je le mets... Mais pendant que tu es en train de faire ça, tu n'écris pas. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu te lances. C'est commence. Ça va suivre tout ça. Puis après, lis. Plus tu vas lire, mieux tu vas écrire. Tu sais, l'écriture puis la lecture, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Je te vois que c'est comme ça. Hein? Des auteurs qui lisent pas, j'en connais pas beaucoup. Parce que c'est quand on lit, qu'on la développe, notre imagination, qu'on trouve des idées, qu'on apprend comment on fait un dialogue, comment on fait un suspense, comment on fait une description qui n'est pas trop longue, pas trop courte, pas trop plate. C'est quand on lit qu'on fait ça. Puis c'est nécessaire. Et c'est ça. Fait que c'est probablement les 2 conseils que je donnerais, c'est lis, puis lance-toi, commence, vas-y. Après ça, ça roule. Écrire, qu'est-ce que c'est pour toi? Ben, pour moi, c'est de raconter une histoire. Puis c'est comme plate ma réponse, mais c'est juste ça. Moi, je suis une raconteuse, mais je suis pas si bonne pour raconter avec les mots quand je parle. Moi, je suis une fille qui écoute dans la vie. Là, je parle beaucoup parce qu'on est en entrevue, mais tu me verrais dans ma famille. Tu sais, c'est ma sœur qui est drôle, c'est mon cousin qui raconte, c'est bon. Puis moi, j'écoute parce que je me laisse comme enveloppée par tout cet amour familial-là, puis l'atmosphère du feu de camp avec des amis. Mais quand j'écris, là, c'est moi qui raconte. Puis là, j'ai du temps pour raconter. Puis quand j'ai du temps pour raconter, je suis bonne pour raconter. Alors, j'ai oublié ta question. Écoute, ta réponse est incroyable.